députés, l'UNIS Île-de-France est très heureuse de vous accueillir au pavillon Dauphine pour ce nouveau rendez-vous de l'UNIS Grand Paris. Le but de ces réunions, comme vous le savez tous, mais je le précise ce soir pour vous, est de s'informer dans un endroit chaleureux et une ambiance conviviale. Nous aimons débattre, vous l'avez vu au Congrès. Ce soir, le temps est à la pédagogie. Pour arriver à louer en confiance, nous allons échanger en toute transparence. L'objectif de cette rencontre est que vous nous précisiez comment vous voyez la modification des relations contractuelles entre particuliers et professionnels. Nous pouvons lutter contre les projets ou propositions de loi, comme nous l'avons fait depuis 40 ans, sans grand résultat, il faut bien l'avouer. Aujourd'hui, à Paris, nous souhaitons échanger avec vous pour que ces dispositions nous soient le moins néfastes possible et surtout pour que nous puissions les appliquer. À quoi servirait une loi qui ne serait appliquée par personne ? L'échange de ce soir doit servir à lever les craintes légitimes des adhérents présents aujourd'hui. Si nous sommes si nombreux ce soir, cela montre bien l'investissement de l'UNIS Île-de-France et Grand Paris sur ces questions et que nous sommes des professionnels engagés. Cette réelle politique doit s'appliquer à une nouvelle façon d'organiser notre métier en gestion locative. D'abord, elle intervient dans un contexte qu'il faut reconnaître, une part minoritaire de l'intermédiation. Nous ne gérons aujourd'hui qu'un tiers des biens loués et nous ne pouvons nous en satisfaire. Telles que l'attestent désormais plusieurs études, les particuliers qui se gèrent eux-mêmes sont majoritairement favorables à une intermédiation garantie à 55% des sondés selon l'IFOP, d'autant que 67% d'entre eux sont prêts à passer par un professionnel en cas de garantie totale des loyers, charges, dégradations locatives et frais de procédure. Les particuliers sondés qui utilisent les services d'un professionnel le font pour sécuriser le choix du locataire, des baux, des états des lieux, la gestion des impayés et des sinistres. Ensuite, nous constatons une diminution progressive du nombre de nos mandants. Enfin, le dispositif ne concerne pas les mandats en cours. Notre clientèle actuelle ne serait donc pas concernée. Nous verrons si le mandat global l'intéresse. Pour finir, les leviers utilisés par ce dispositif sont utilisés par les groupes avec des pourcentages d'honoraires très supérieurs aux moyennes du secteur. Nous espérons donc que le seul risque de votre proposition soit potentiellement de récupérer de nouveaux clients. Voilà pour le rappel du contexte global. Je souhaite donc que ce débat soit à l'image de mon mandat, dépassionné, constructif et instructif. Nous avons volontairement exclu de parler de votre limitation à une caution personnelle par locataire, car cela nous semble de bon sens. Pour s'apaiser encore plus, les professionnels de l'immobilier de l'UNIS Île-de-France doivent être le relais des suivis, des problématiques légales qui vont apparaître dans l'application de la loi et que Daniel et Denis vont relayer ce soir. Vous allez nous préciser comment vous souhaitez modifier les relations contractuelles entre particuliers professionnels. Mais si vous le souhaitez, les professionnels présents ce soir, et ils sont nombreux, peuvent être votre laboratoire expérimental sur ce qui fonctionnera ou fonctionnera moins bien, car nous sommes des entrepreneurs, acteurs de notre société dans nos métiers. L'UNIS Île-de-France est en mesure de faire un point trimestriel et un bilan un an après l'application de la loi et de communiquer avec vous ce bilan et notamment le nombre de mandats signés et le nombre de DG restitués sans contestation. Il n'en demeure pas moins que ce projet repose sur différents postulats pour lesquels nous avons besoin de précision ce soir. Sommes-nous sûrs d'obtenir le différé d'un ou plusieurs mois dans le versement des loyers à nos bailleurs en garantie totale ? Pouvez-vous nous préciser les conditions du séquestre, des dépôts de garantie? Qu'en est-il du fichier des incidents de paiement? Et la consultation du gérant dans les commissions de surendettement, est-elle prévue? Vous voyez, je démarre au quart de tour. Les questions sont nombreuses. Je rentre déjà dans le vif du sujet et donc je vais laisser la parole aux intervenants. Mais avant, je remercie chacun d'entre vous d'avoir envoyé vos questions pour co-construire cet échange. Je remercie aussi d'avance les participants de relayer les problématiques avec l'apport de la commission de gestion locative de l'UNIS, qui est représentée par son président Denis Genito, ici présent. Et je vous remercie, monsieur le député, d'accepter de répondre de manière transparente et avec le franc-parler et la franchise qu'on vous connaît. J'exercerai évidemment un petit droit de suite et un petit timing
un petit respect du timing. Henri, je te laisse présenter nos intervenants. Merci, Présidente. Bonsoir. Alors, j'ai un rôle à la fois... Vous pouvez applaudir la Présidente. Si. Mais c'est vrai que je forçais l'allure parce que j'ai un rôle à la fois très agréable, sujet passionnant, il vous passionne tous, moi aussi, j'en fais pas mystère. Et ce sont de beaux projets dont nous allons parler. Et puis, j'ai un rôle très ingrat parce qu'on a pris du retard. On va avoir, en gros, 2 fois moins de temps que ce qui était prévu. Alors, c'est pas grave parce qu'on a de bons débatteurs et ils vont faciliter la tâche, c'est-à-dire qu'ils vont poser des questions très précises, très concises, et que le député fera le même effort de concision. Il doit nous quitter vers 20h10, 20h15. Voilà, donc vous voyez qu'on est vraiment sous contrainte. Et l'idée est bien que les 2 grands sujets qu'a évoqués la Présidente, c'est-à-dire le mandat et le dépôt de garantie, soient traités, mais aussi quelques autres qu'elle a évoqués, dont un de vive actualité, le fichier des incidents de paiement locatif. Je rajoute à la présentation que Émilie a faite de nos orateurs, rien sur Michaël Nogal. Je pourrais ajouter ici qu'il est vice-président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, bien sûr. Denis Génito, on sait qu'il est le patron de la Commission gestion locative, ou gérance ou régie, selon les régions, de l'UNIS. Non, je tiens à être écuménique, bon, même s'il n'y a pas de régisseur dans le Grand Paris. Non, ça c'est les Lyonnais. Voilà, ils sont à altitude. Et j'ajoute aussi qu'il a succédé à Pierre Astruc. Je dis ça parce que le premier débat qu'on a organisé, que j'ai eu le plaisir d'organiser, Michaël Nogal était à distance, il nous avait fait un enregistrement, eh bien c'est Pierre dans les mêmes qualités, dans les mêmes fonctions qui était là. Voilà, donc il y a une continuité. Je précise que Daniel Dubras, qui n'est pas à présenter dans la famille UNIS, est non seulement des vôtres, administrateur de biens, secrétaire général national du syndicat et aussi présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-Saint-Denis. Voilà, ça n'est pas rien. Ces journées sont pleines. Jean-Paul Boudignon, si vous demandez pourquoi cet homme est là. Non, parce que voilà, on est passé un peu vite. Pas seulement parce qu'il a la même coiffure que moi et que je cherche un comparse, mais parce qu'il est un expert reconnu de la garantie contre les impayés de loyer. Il a fait partie de ces pionniers qui ont développé ce produit-là. De manière générale, les assurances immobilières sont... pour lui, ils n'ont pas de secret pour lui. J'ai la fierté de dire qu'il est professeur à l'Institut du management des services immobiliers. Voilà, je tiens à le dire. Alors, on attaque tout de suite avec une répartition des rôles qui s'est faite avec Émilie, avec la présidente. C'est Denis Génito qui va parler de ce premier grand sujet qui est le mandat total, le mandat Nogal, enfin on lui a donné divers noms. En tout cas, on sait tous ici de quoi il s'agit. On sait aussi, Émilie l'a dit, annonce récente du député devant la presse il y a quelques jours, que ce mandat serait facultatif. Donc voilà, Denis, à vous de creuser le sujet. Et on se donne, c'était clair aussi dans le propos de la présidente, la mission aujourd'hui d'être très concret, au-delà de la présentation des grandes dispositions, de ce qu'elles pourraient devenir. Qu'est-ce que ça va devenir dans vos cabinets? Comment vous allez mettre en œuvre, en effet, au point de faire de vos cabinets des laboratoires, comment allez-vous travailler avec ces nouveaux outils légaux et réglementaires? Denis. J'ai d'abord une première question sur le champ d'application de la loi. Est-ce que vous pouvez nous confirmer, monsieur le député, que les nouvelles dispositions, et notamment celles sur le mandat global et sur le dépôt de garantie, ne porteront que sur les locaux à usage d'habitation et pour des bailleurs privés, personnes physiques? Chacun peut garder son micro d'ailleurs, Ouais, comme ça c'est... Je vous le confirme. Parfait. Alors la deuxième question... Ça j'aime bien, ce rythme me plaît là, c'est bien. Deuxième question... Il ne faudrait pas non plus terminer trop vite, parce que... Voilà. Deuxième question. Aurons-nous une obligation d'information ou de présentation du mandat global? Alors cette question peut sembler anodine, mais en fait nous pensons à ceux de nos confrères qui exercent dans des zones particulièrement difficiles, dans lesquelles les dossiers des candidats locataires répondent rarement aux exigences communément exigées. Et ces confrères pourraient avoir des difficultés à trouver des assureurs susceptibles de couvrir les risques d'impayés des locataires.
On se rappelle que Danielle, s'agissant de son département, de son territoire, avait évoqué ça. Elle le vit comme entrepreneur de terrain. Dans une telle hypothèse, le confrère pourrait certes informer le locataire, le candidat locataire, de l'existence du mandat global, mais il ne serait pas à même de le proposer, car ce mandat global lui ferait courir un risque. Pardon, alors, notre confrère ne pourrait pas obtenir de la part des assureurs. Il n'aurait pas le produit en rayon. L'assurance, voilà. Il n'aurait pas le produit en rayon. Voilà. Exactement. Alors, pour être clair, Michael Nogal va bien sûr apporter alors en infraction la réponse comme il le souhaite. Je n'ai pas précisé, c'est une évidence, que Jean-Paul Baudignon peut venir en appui. Jean-Paul a fait mandater par Michael Nogal un travail de concertation très approfondi des acteurs de l'assurance, courtiers ou assureurs. Donc, à des questions très précises et très techniques, je pense que Jean-Paul pourra apporter sa contribution aux côtés de Michael Nogal. Oui, mais ça me donne l'occasion de remercier Jean-Paul Baudignon, en effet, qui m'a accompagné notamment dans la deuxième partie de mon travail en 2019, puisque la première partie, c'était la mission et mon rapport rendu au Premier ministre au mois de juin, et puis ensuite toute une concertation. Et en effet, le travail mené par Jean-Paul Baudignon avec à la fois les ADB, les courtiers et les assureurs a permis de bien avancer. Pour ceux qui ont lu, mais j'en doute pas ici, dans son intégralité, le rapport Loi en confiance que j'ai publié au mois de juin dernier, il figurait donc ce nouveau mandat de sécurisation totale obligatoire pour l'ensemble des ADB à partir de la promulgation de la loi. Je suis revenu sur le critère obligatoire pour une raison et qu'on avait discuté ensemble, Madame la Présidente, notamment la capacité, j'allais dire, aujourd'hui, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, pour chaque ADB de trouver une solution assurantielle pour proposer ce mandat de sécurisation totale qui inclut, et là aussi je l'ai présenté la semaine dernière à l'Assemblée nationale, qui inclut le paiement des loyers assurés tous les mois. Voilà. Plus de délais de remboursement qui sont prévus aujourd'hui, que ce soit par des GLI, par Visal, y compris par des grands groupes qui proposent la sécurisation totale. Il y a toujours un délai aujourd'hui. Moi, ce que j'explique, et c'est une attente des propriétaires bailleurs qui est soulignée dans plusieurs enquêtes, IFOP, Se Loger, y compris le sondage réalisé par l'AFNAIM et l'UNIS, conjointement, c'est que les propriétaires, ils attendent cette sécurisation totale. Ils sont prêts à passer par des professionnels pour autant qu'il y ait cette sécurisation totale. Et la sécurisation totale, c'est quoi? C'est en effet la prise en charge des impayés, c'est la prise en charge des dégradations, l'accompagnement dans la procédure et la prise en charge des frais de procédure, mais surtout le plus important, c'est en fait que la difficulté que peut rencontrer un locataire de bonne foi, il peut avoir un retard de paiement, il peut avoir un impayé, ça peut arriver malheureusement à tout le monde. Par contre, ce que j'explique moi, c'est que les difficultés que rencontrent les locataires ne doivent pas impacter le propriétaire. Et c'est là où le professionnel a un rôle à jouer et aura un rôle à jouer demain, faire en sorte que le propriétaire n'ait pas à subir les difficultés du locataire. Voilà. Donc ça, c'est le paiement tous les mois. La difficulté, c'est que aujourd'hui, moi j'ai la certitude aujourd'hui, avec le travail que j'ai fait pendant 1 an, que les solutions assurantielles existent pour tout le monde et en tout lieu, que ce soit en Seine-Saint-Denis, que ce soit dans le quartier du Mirail chez moi à Toulouse, que ce soit en métropole, en outre-mer, peu importe, je sais que les solutions assurantielles existent. Et quelle que soit la taille et le profil du cabinet, parce que ça c'était le second doute. Quelle que soit la taille du cabinet, que ce soit un cabinet en création ou un cabinet avec des milliers de lots en gestion, les solutions sont là. Alors après, il y a évidemment une concurrence entre les assureurs, mais j'allais dire que ça c'est de bonne guerre et c'est comme ça que notre économie fonctionne. Maintenant, je ne veux pas créer de situation où on mettrait des ADB en difficulté si jamais, dans 10 ans par exemple, des assureurs se retiraient d'un secteur géographique par exemple. Et ça, je ne peux pas le maîtriser moi aujourd'hui. C'est dans ce sens que j'ai privilégié l'aspect facultatif, mais vous le savez, vous m'avez déjà entendu en parler beaucoup, moi je tiens à la généralisation de ce système. Et la généralisation, je crois qu'elle peut arriver sans obligation. Je pense que vous, professionnels, avez tout intérêt demain à faire en sorte que ce soit ce mandat de gestion de sécurisation totale qui s'impose dans votre portefeuille client.
Alors après, comme Madame la Présidente vous l'avez rappelé, ce mandat de gestion ne pourra s'appliquer que sur les nouveaux baux signés, les nouveaux contrats signés, après la promulgation de la loi et après son entrée en vigueur. Il n'est pas question d'appliquer de nouvelles règles à des contrats déjà en cours. Par contre, vous aurez la possibilité, vous professionnels, sur un client actuel, de lui proposer de passer à ce service supplémentaire, ou peut-être que lui-même, il le fera de lui-même et il vous dira, ben voilà, j'ai vu que ce nouveau mandat existait, je souhaite souscrire ce nouveau mandat et passer, j'allais dire, sur un service avec une plus grande valeur ajoutée. Voilà. Jean-Paul, peut-être un complément, une précision apportée par celui qui a touillé dans la marmite avec les acteurs de l'assurance. Est-ce qu'effectivement, ta conviction, c'est que s'il y a une obligation de présentation, elle n'est pas dans la proposition aujourd'hui, mais elle pourrait intervenir, une obligation d'avoir le produit en rayon. Dans tous les rayons, on pourrait trouver des produits, j'entends, à des prix accessibles, et non pas des repoussoirs. L'intérêt de l'obligation de présentation, c'est qu'elle vise la mutualisation des risques. Et tout ce dispositif, il est basé sur une hypothèse de mutualisation, c'est-à-dire qu'au plus il y aura de professionnels qui proposeront la garantie, au plus la garantie sera proposée, au plus le phénomène de mutualisation va s'exercer, et on va sortir du schéma d'antisélection qui est aujourd'hui en place et qui provoque le niveau de tarif que nous connaissons. La mutualisation fera forcément baisser les tarifs. Et l'extension n'accroît pas le risque. Parce que j'ai entendu ça dans la communauté professionnelle. Et de toute façon, même dans l'hypothèse de la mutualisation, il pourrait arriver que dans certaines zones, les assureurs pratiquent des tarifs légèrement supérieurs. Mais c'est le cas pour tous les produits d'assurance. Ça existe pour toutes les assurances, pour tous les risques. Et à ce moment-là, le propriétaire aura le choix de prendre ou de ne pas prendre le mandat. J'ajoute, ce qui n'a pas encore été dit, c'est que ce mandat de gestion globale, il peut être adossé soit à un dispositif de GLI classique, soit au dispositif Visal qui existe et qui peut parfaitement cohabiter. C'est-à-dire qu'il y a des profils de locataires qui vont pouvoir être garantis par Visal dans des conditions tout à fait satisfaisantes. Et donc, la complémentarité de ces deux dispositifs permet de penser que le plus grand nombre de propriétaires, comme un très grand nombre de propriétaires, pourra bénéficier d'une garantie à des tarifs très raisonnables. Denis, on continue. Oui, il faut dire que... Michael. Oui, petite précision, donc cette obligation de présentation, alors la difficulté c'est que l'obligation de présentation, comme vous disiez, un professionnel aura l'obligation de le présenter, mais en même temps, s'il ne le pratique pas lui-même, ce nouveau mandat, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que, sauf à vouloir que son prospect, son client, il aille chez le voisin, ça peut être un geste amical vis-à-vis des confrères. Pourquoi pas. Maintenant, l'obligation de présentation ne figure pas dans le texte de loi tel qu'il sera en début d'examen à l'Assemblée nationale. Par contre, je suis ouvert en effet à ce qu'on discute des conditions de cette obligation de présentation, parce que je partage l'avis de Jean-Paul Boudignon. Quand je disais, en fait, demain, vous, professionnels, avez tout intérêt à ce que ce mandat vraiment soit le plus utilisé. C'est aussi dans votre intérêt, c'est dans l'intérêt des propriétaires, des locataires, mais c'est aussi dans l'intérêt des professionnels. Et c'est ce que j'ai voulu dans ma démarche, c'est faire converger les intérêts. Et j'ai toujours dit que je ne pense pas que l'intérêt économique des entreprises soit à l'opposé de l'intérêt des citoyens. Au contraire, je crois qu'avec ce nouveau mandat, on arrive à faire converger l'ensemble des intérêts. Et je précise enfin, parce qu'il y a eu des fausses informations qui ont déjà commencé à circuler, donc... En plus du travail que je dois mener, je dois aussi lutter contre les fausses informations. Il n'est pas question dans la loi... Des fake news. Il n'est pas question dans la loi, et il ne sera jamais question dans le droit français, de toute manière, parce que ce ne serait pas du tout constitutionnel, d'obliger quelconque propriétaire à recourir au service d'un professionnel pour gérer la location de son bien. Et ce ne sera ni le cas avec cette future loi, ce ne sera pas le cas avec d'autres lois. Ceux qui veulent intégrer cette mesure pourront et se confronteront au Conseil constitutionnel. Donc je veux tuer cette fake news tout de suite ici avec vous. Pas d'obligation de passer par un professionnel demain. Par contre, je crée les outils pour faire en sorte que votre métier, vis-à-vis des propriétaires bailleurs qui, comme ça a été rappelé, sont pour 2 tiers en gestion directe et non intermédiaire,
eh bien, se disent, voilà, j'ai un intérêt encore plus demain à passer par un professionnel, en plus de ce que vous faites déjà aujourd'hui. Voilà. Oui, vous considérez le mandat global comme étant un moyen pour nous de capter de la clientèle. Cela dit, je ne crois pas que le sens de nos démarches était celle de vous inciter à nous obliger à présenter, mais plutôt à celle d'informer, puisque je crois qu'on est assez soucieux de garder une certaine liberté d'action. Voilà. La prochaine question est assez simple, c'est qu'en est-il des mandats en cours? Serons-nous astreints? Non, on a parlé des mandats, des mandats en cours qui arrivent à échéance. Y aura-t-il une quelconque obligation vis-à-vis de nos clients à ce moment-là? Ceux qui arriveront à échéance, les mandats de gestion qui arriveront à échéance dans 2 ans, 3 ans. Tout dépend des clauses du contrat. S'il y a une reconduction tacite, il faut voir dans les détails juridiques. S'il y a une reconduction tacite sur la base d'un contrat préalable, j'allais dire, ce contrat pourrait continuer tel qu'il est au moment où il a été signé. Pour autant, vous pourriez avoir cette facilité de proposer, donc sur la reconduction, commercialement, commercialement de proposer cette, on peut même le faire upgrade pour parler. Donc une obligation d'information. Jean-Paul, une précision là-dessus? Obligation d'information, de présentation. Ça ne va pas dans le sens de la mutualisation, c'est certain. Non, mais vous allez nous dire. Quand les propriétaires sauront qu'il existe un mandat de garantie totale susceptible de les protéger et d'assurer le paiement au mois le mois, je peux imaginer que beaucoup de propriétaires feront le choix de ce mandat. Je rappelle le chiffre qui a été donné. Sondage réalisé par Se Loger sur 1300 bailleurs, donc je pense qu'on est quand même sur un bel échantillon. 70% des propriétaires bailleurs aujourd'hui se disent prêts à passer par un professionnel s'ils ont cette sécurisation totale, avec le paiement garanti tous les mois. Donc je pense que... Je me mets à votre place, il y a quand même des opportunités. Alors, question directement corollaire. Denis, on n'a pas parlé d'argent encore. C'est très délicat, mais il faut en parler un petit peu. À mon avis, tu comptais y venir sur la question du coût de ce mandat. On s'interroge évidemment sur les coûts des assurances que nous aurons à souscrire, oui. Plusieurs questions. Est-ce qu'il y aura des disparités géographiques? Mais on l'a évoqué. Des disparités géographiques, des disparités en fonction de la qualité des portefeuilles. Est-ce que tous les confrères seront mis au même niveau? Mais ça, je crois que... Je vais laisser est-ce que monsieur le député sur l'aspect assurantiel. Ouais. Par contre, moi, j'ai toujours été clair. Sur les honoraires aujourd'hui et demain, vous êtes libre de les fixer. Et il y a une concurrence dans tous les territoires, avec aujourd'hui des acteurs du numérique aussi qui arrivent. Et cette concurrence, moi, je la juge saine. Elle sera au rendez-vous, cette concurrence, également demain. Maintenant, ce n'est pas le législateur qui va fixer dans la loi, et même pas dans le cadre réglementaire, les honoraires que vous devez facturer. Maintenant, et là je laisse la parole à Jean-Paul Baudignon, ce mandat de gestion et la nouvelle organisation permettra de réduire les coûts pour les ADB demain. Donc l'idée, c'est que par rapport à un service supplémentaire que vous pouvez proposer et des coûts qui vont baisser, parce que par exemple, je donne l'exemple de Visal, mais vous prenez un locataire Visal. La plus-value de l'ADB, ça va être de dire Visal prend en charge 2 mois de dégradation. Eh bien moi, pour mieux sécuriser le propriétaire bailleur, je propose de prendre un peu plus, en plus de ce que Action Logement Service, puisque c'est Action Logement Service qui traite les dossiers Visal à la fois sur le recouvrement et le remboursement du propriétaire bailleur, vous pouvez dire, ben voilà, moi je viens en plus de Visal, de ce qui n'est pas couvert par Visal, je viens en plus pour apporter ce service supplémentaire au propriétaire bailleur. Mais s'il y a un impayé du côté de Visal, le professionnel, sa mission, ce sera d'avancer les loyers pour les payer au mois. Visal, il y a toujours un délai, c'est comme les GLI, il y a toujours un délai de prise en charge et de remboursement. Donc ce sera Action Logement Service qui assumera les coûts de gestion du recouvrement et le remboursement auprès de l'ADB, mais la valeur ajoutée de l'ADB demain, ce sera de dire on prend ce locataire Visal, on y ajoute une prise en charge financière supplémentaire et en plus, paiement garanti tous les mois, chose que ne fait pas Visal aujourd'hui. Oui, ça c'est un plus commercial, mais vous évoquez aussi une réduction des coûts. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Par la mutualisation, je laisse la parole à Jean-Paul, mais par le coût assurantiel demain sera moindre pour l'ADB. La réduction des coûts, on peut l'illustrer. La réduction des coûts de l'assurance, on peut l'illustrer d'une certaine façon. Il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, il y avait des garanties d'assistance qui étaient proposées facultativement
aux automobilistes qui se rendaient pendant l'été ou à l'étranger et qui souhaitaient être rapatriés ou qu'on rapatrie leur voiture. Ces garanties d'assistance, pour des périodes très courtes, coûtaient très cher. Et non seulement elles coûtaient très cher, mais les assisteurs ne gagnaient pas d'argent et les assisteurs étaient en difficulté. Jusqu'au jour où les assisteurs ont proposé aux assureurs d'incorporer systématiquement les garanties d'assistance dans les contrats d'assurance, que l'automobiliste, que l'assuré aille ou non à l'étranger. Eh bien, aujourd'hui, aucun de vous ne peut dire le prix de ces garanties d'assistance parce que la mutualisation a tellement abaissé les coûts que l'assistance n'est plus un élément différenciant des produits d'assurance. Donc on peut imaginer que si un administrateur généralise ou augmente considérablement son taux d'équipement, eh bien, le coût de l'assurance baissera progressivement et évidemment que les résultats des uns et des autres auront aussi une incidence, mais en tout cas, on va changer complètement de monde puisque aujourd'hui et depuis que la garantie des loyers impayés existe, on est dans un schéma d'anti-sélection, c'est-à-dire que, à part quelques exceptions, on ne met en garantie que les locataires qui ont des profils fragiles, que tous les résultats des assureurs sont les résultats de cette situation et que si on ne change pas cette situation par une plus grande mutualisation, par une plus grande distribution, alors là, c'est vrai, on n'obtiendra pas des tarifs. Mais si on passe à des niveaux d'équipement satisfaisants, automatiquement, les tarifs baisseront et seront beaucoup plus supportables. Voilà. De toute façon, n'oubliez pas que c'est une demande des propriétaires et que les propriétaires qui auront le choix entre un mandat légèrement plus cher et garantissant le paiement au moins le mois des loyers, eh bien, s'ils ont le choix entre ce mandat et un mandat classique, on peut espérer, on peut penser qu'ils seront majoritairement. Jean-Paul, dernière chose avant de passer au séquestre, je m'autorise une question. Sur ce au mois le mois, ou au cul du camion, pardon, bref, ce que souhaitait Michael Nogal, c'était clair dans le rapport, dans ses propos, c'était que tout cela s'enclenche et que ça devienne invisible, pour ainsi dire, aux bailleurs. Est-ce que c'est imaginable techniquement avec des garanties loyers impayés baquées derrière l'administrateur? Non seulement c'est imaginable, mais ça existe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des assureurs qui sont en capacité de régler les loyers impayés tous les mois. C'est un accord entre l'assureur et le distributeur. Parfait. Et de toute façon, le seul moment où il peut y avoir un décalage, c'est au moment de la constitution du sinistre, c'est-à-dire que peut-être qu'on pourrait attendre 2 mois avant de régler 2 mois, et après on basculerait dans le paiement mensuel. C'est le cas de beaucoup d'acteurs aujourd'hui. Voilà. Mais les réunions que nous avons tenues avec les assureurs, dans l'hypothèse d'un marché élargi, ne voient pas de difficulté à faire l'avance du paiement du loyer au mois le mois, et ça existe déjà. Donc ça n'est pas quelque chose de compliqué à mettre en place. Parfait, c'est clair. Alors, Denis, sans te faire offense, est-ce qu'on peut considérer que... Juste une question qui concernera, je pense, tous les deux, c'est est-ce que vous avez prévu un délai d'application des mesures Alors, je globalise la question. Est-ce qu'à ce stade-là, Michael Nogal peut nous préciser la chronologie désormais de cette proposition de loi? La semaine dernière, elle était présentée devant la presse, mais elle n'a pas été distribuée, donc le matériau aujourd'hui ne circule pas. Que tout le monde a vu, j'espère, voilà. Parce que nous avons beaucoup travaillé en revanche, il y avait sur cette bande dessinée. Une bande dessinée, mais ce n'est pas là-dessus que voteront les députés et les sénateurs. Alors, qu'est-ce qui va advenir maintenant pour que ce soit au clair? Donc j'élargis la question de Denis, parce que ça concernera aussi bien le dépôt de garantie que la caution solidaire. Alors, le calendrier est le suivant. Donc, j'ai présenté la semaine dernière devant la presse cette proposition de loi. La proposition de loi en tant que telle est un texte juridique, donc vous allez retrouver en réalité ce qui figure dans ce dossier. Enregistrement avant la fin du mois au bureau de l'Assemblée nationale, ça c'est les procédures administratives et législatives classiques. Ensuite, j'ai demandé au président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, de saisir le Conseil d'État
puisque la saisine du Conseil d'État est facultative pour une proposition de loi qui émane du Parlement. Elle est obligatoire pour un projet de loi qui vient du gouvernement, mais facultative pour mon cas aujourd'hui. Et ensuite, il faut calculer 3 mois avant que le Conseil d'État ne rende son avis, donc un examen au printemps, au mois de mai, en première lecture à l'Assemblée nationale, puis première lecture au Sénat, puis deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Donc il y a le jeu de navette que vous connaissez. Et j'espère une entrée en application au 1er janvier 2021 pour voir les résultats le plus vite possible de ces nouvelles mesures. On n'a pas précisé le rôle du Conseil d'État ? Le rôle du Conseil d'État, pour le coup, c'est un rôle consultatif qui permet de donner un avis juridique qui soit le plus solide possible sur les mesures qui figureront dans ce texte. Et sur leur constitutionnalité, hein, je voulais qu'on tout à fait, même si le texte a été travaillé avec des juristes, donc j'ai pas de doute, mais ça permet de bien cadrer, de verrouiller les choses. Voilà. Parfait. Alors, deuxième grand sujet, et c'est Daniel qui en a la responsabilité, ça n'empêche pas que Denis intervienne s'il le souhaitait. Et alors, c'est un sujet, pour le coup, extrêmement novateur. Hein, la lecture du rapport Nogal ne laissait pas présager cela, hein, et même laissait présager exactement l'inverse, c'est-à-dire d'une part que les professionnels de l'administration de biens ne puissent plus séquestrer, conserver les dépôts de garantie des relations locatives qu'ils géraient. Ils auraient dû aller en direction d'un établissement spécialisé. On ne voit pas ça. Et même, quand je dis l'inverse, on voit un acte de confiance fait aux professionnels qui a pu surprendre. Voilà. Daniel, j'en dis pas plus. À toi. Alors, Henri a presque tout dit. Donc, on parle du dépôt de garantie qui va être séquestré par les professionnels. Donc, dans le projet de loi, il semblerait que le locataire doive confier à un professionnel son dépôt de garantie. Donc, en ce qui concerne l'UNIS, on est pour cette mesure-là. On vous remercie d'avoir beaucoup travaillé là-dessus. On a simplement quelques petites questions au niveau très concrètes, oui, de la modalité. Alors, quelle nature de contrat? C'est un nouveau contrat? Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Qui est-ce qui le signe? Est-ce que c'est tripartite, professionnel, locataire, propriétaire? À quel moment est-ce que le dépôt de garantie va être versé? Est-ce que c'est à la remise des clés? Est-ce que c'est la signature du bail? Pour autant, on ne sera peut-être pas intéressé à la signature du bail. Est-ce qu'il faudra une carte professionnelle de type G, de type T ou autre chose? Voilà, déjà dans la première, vous voyez, on s'interroge beaucoup parce que il y a sûrement de quoi bien formaliser, de quoi bien travailler. Et il y avait même une question qui me venait vraiment à l'esprit. À la révision du dépôt de garantie, ça arrive. Hein. Qu'est-ce qui va se passer aussi? Voilà, ça c'est vraiment dans les premières questions. Alors, les modalités techniques ne seront pas écrites dans la loi, mais par voie réglementaire. Et quand un projet de décret, par exemple, est préparé par le ministère du Logement, les professionnels sont toujours associés. Et donc, vous le serez là aussi dans le cadre de cette nouvelle mesure. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de précisément comment ça va se faire et en fonction de quelles relations vous avez déjà avec propriétaires et locataires ou demain avec les futurs clients. Je vais d'abord revenir sur ce qui figurait dans le rapport Louer en confiance et ce qui figure aujourd'hui dans la proposition de loi. D'abord, pour moi, il faut savoir que j'ai réfléchi avec des grands objectifs et après, les modalités, les moyens d'action, j'allais dire, sont secondaires. Que ce soit pour la sécurisation totale, vous savez, j'avais évoqué dans le rapport le mécanisme assurantiel de stop-loss, du croire et stop-loss. Bon, c'est un mécanisme possible, comme il en existe d'autres, les GLI, Visal, bon, tout ça, j'allais dire, c'est du mécano interne à chacun et propre à chacun, et chacun sera libre d'opter pour les modalités qu'il souhaite et qui conviennent à son modèle économique, à sa structure. Pour le dépôt de garantie, l'objectif c'était de dire aujourd'hui le dépôt de garantie c'est le premier sujet de conflit entre propriétaires et locataires. 65% des contentieux sont liés à la non-restitution des dépôts de garantie, et contrairement à ce que j'ai pu entendre, et ça me permet ici devant vous là aussi de revenir sur des fake news, il y a en effet 8000 contentieux par an en moyenne sur le dépôt de garantie. Mais le sujet, et c'est toute la difficulté du marché de la location et plus globalement du logement, c'est qu'il y a plein de tensions, de sujets qui ne se règlent pas
ni dans les CDC, ni dans les commissions départementales de conciliation, ni en justice. Le sujet du dépôt de garantie, comment il se règle aujourd'hui? Il se règle que le propriétaire bailleur encaisse le chèque. Le chèque, il est encaissé dès le début de la location. Donc, vous êtes locataire, vous rentrez dans un logement, vous payez le premier mois de loyer, vous payez les honoraires de l'agence, normal, et vous payez aussi ce dépôt de garantie. Et vous vous dites, est-ce que je vais le récupérer un jour? Et le phénomène que j'ai observé, qui est à l'origine de cette proposition, c'est que de plus en plus de locataires, dans des milieux complètement variés, dans des territoires complètement variés, décident de ne plus payer le dernier mois de loyer. Et le locataire se dit, le propriétaire ne va pas venir me chercher pour un mois de loyer. Bon. Donc en gros, c'est un rapport perdant-perdant, où un propriétaire se dit, moi je vais être protégé, alors qu'en fait il ne l'est pas, puisque le locataire part sans payer son dernier mois de loyer. Et on a un locataire qui rentre dans le logement, qui donne cette créance, parce que le dépôt de garantie est une créance du locataire, il faut le rappeler, qui ne lui appartient plus. Qui ne lui appartient plus. Donc le sujet, pour résoudre des conflits, c'était la consignation, et ça j'y suis très très attaché. Maintenant, les modalités, elles sont diverses. Dans le rapport Loi en confiance, j'avais parlé du modèle britannique sur lequel je m'appuie pour formuler ma proposition. Je m'appuie aussi sur le modèle qui est prévu en Suisse, en Allemagne, en Belgique, par exemple, où vous avez, par exemple, des établissements bancaires qui s'occupent de faire ce séquestre des dépôts de garantie. Donc, des moyens, en réalité, pour la consignation, il en existe plusieurs. Je suis passé de l'idée d'un observatoire, enfin d'un organisme agréé par l'État, sur le modèle britannique, au séquestre chez les professionnels, parce que j'ai pensé propriétaires et locataires. Les propriétaires et locataires, je veux leur apporter demain un rapport gagnant-gagnant et un rapport de confiance. Pour ça, il faut que ce soit peu coûteux ou pas coûteux du tout, et là c'est la concurrence qui, à mon sens, doit jouer aussi, mais surtout rapide et transparent. Rapide et transparent, aujourd'hui, la faculté des ADB, vous le faites pour partie déjà, je l'espère, en tant qu'ADB, vous avez la possibilité déjà de séquestrer ces dépôts de garantie lorsque vous avez un propriétaire qui vous confie la gestion de son bien. Il n'y aura pas obligation de le faire pour les professionnels dans la proposition de loi? Ah si. Demain, l'ensemble des professionnels, l'ensemble des administrateurs de biens devront pouvoir proposer ce service aux propriétaires et aux locataires. Alors, c'était pas ma question. Ils ne pourront pas refuser. Ils seront obligés d'accepter s'il y a une demande de consignation. Tout à fait. Alors, c'est pas ma question. Même s'ils ne gèrent pas le bien. Les leurs ou les nouveaux? Je parle des dépôts de garantie issus de la relation gérée par le professionnel. Aujourd'hui, il y a une fraction, on va se dire la vérité ici, une fraction des professionnels, dans les grandes villes en particulier, parce que ça fait des sommes importantes, qui restituent aux propriétaires, parce qu'ils le leur demandent, cette somme. Est-ce que demain, il y aura obligation faite aux professionnels de conserver les dépôts de garantie issus des relations qu'ils gèrent? Affirmatif. Le professionnel identifié comme celui qui séquestre les fonds. Et pourquoi il ne sera plus possible de restituer le dépôt de garantie au propriétaire bailleur sur sa demande? Tout simplement parce que moi je crois en cette consignation et je crois que pour rétablir la confiance entre propriétaire et locataire, il est nécessaire que ces fonds soient séquestrés, donc protégés, puisqu'il y a une garantie financière derrière, et c'est ce que j'explique aux opposants à la mesure. Il y a une garantie, il y a une transparence qui est faite sur ce séquestre des dépôts de garantie. Je souhaite que ce soit le locataire qui aille voir un professionnel, le professionnel de son choix, pour déposer ce dépôt de garantie. Et ensuite, la restitution ne pourra se faire que sur la base d'un accord entre propriétaire et locataire. Donc aujourd'hui, on a un système où la créance du locataire est encaissée par le propriétaire et où c'est l'état des lieux de sortie qui fixe les conditions et en tout cas les montants qui sont rendus au locataire ou récupérés gardés par le propriétaire. Demain, on sera sur un système où propriétaires et locataires seront incités à discuter, puisque ni l'un ni l'autre ne pourra s'attribuer les fonds de manière arbitraire. Voilà. Donc on passe d'un système arbitraire, contestable et contesté, à un système grâce aux professionnels, où les fonds sont protégés, où il y a plus de transparence et où on incite les particuliers à se mettre d'accord. Ensuite, peut-être que la question va venir, mais je l'anticipe parce que je l'ai déjà eu, sur la question des états des lieux. L'obligation sera faite pour les ADB de pouvoir séquestrer ces fonds. Maintenant, la consignation des dépôts de garantie pourra ou ne pourra pas s'accompagner d'une prestation supplémentaire d'état des lieux. Vous serez en capacité de proposer une offre, mais comme vous le faites aujourd'hui, d'état des lieux d'entrée et de sortie.
mais ce ne sera pas obligatoire. Les locataires et propriétaires ne seront pas obligés de recourir à des services supplémentaires chez vous. En tout cas, par rapport au dépôt de garantie, ce sera simplement le séquestre qui sera obligatoire. On est tiers détenteur, on a le dépôt de garantie. L'élément déclenchant, c'est un accord écrit, souvent une trame qui sera sûrement à définir, comme vous le dites, entre le locataire et le propriétaire. Exactement. Et puis on rembourse. Le compte sur lequel sera déposé ces dépôts de garantie sera un compte spécifique. On ouvrira un compte spécial, article 55 quelque chose. Comme vous le faites aujourd'hui pour les séquestres qui vous sont confiés par les dépôts de garantie qui vous sont confiés par les et notre garantie financière, parce que vous savez qu'on est... on paye une garantie financière proportionnelle au fonds qu'on a à un instant donné. Donc là, la garantie financière va-t-elle augmenter? Est-ce que, puisque plus on a d'argent sur les comptes en banque consolidés au niveau comptable, plus on paye de garantie financière. Donc là, il y a au moins des coûts. Sans parler du coût de gestion comptable, entrée-sortie, la gestion comptable pure et simple d'une consignation ou des consignations. Est-ce que ce coût de garantie financière sera répercutable sur quelqu'un? C'est le même sujet que tout à l'heure, c'est-à-dire liberté d'entreprendre, liberté concurrentielle, nouveau rapport à l'assureur. Ensuite, la question du coût. Je répète encore une fois, la loi telle que je vous la présente aujourd'hui, c'est la loi telle qu'elle va entrer à l'Assemblée nationale. Il est possible que dans les débats parlementaires, et ça arrivera, des collègues me disent « je ne souhaite pas que ce soit les ADB qui soient séquestres de ces dépôts de garantie ». Donc il faut se battre. Donc, si vous souhaitez être séquestre des dépôts de garantie, il faut aussi, derrière, répondre aux attentes des propriétaires et des locataires pour qui, moi, je ne veux pas accroître le coût d'accès au logement. Le coût de l'accès au logement, il est déjà assez compliqué. On a des propriétaires qui sont déjà assez réticents à mettre en location et à mettre en location via des administrateurs de biens pour ne pas leur infliger en quelque sorte des surcoûts supplémentaires. Maintenant, vous aurez de nouvelles solutions aussi avec les assurances, comme c'est le cas pour la sécurisation totale et le nouveau mandat de gestion. Alors là, c'est la garantie financière, donc ce n'est pas forcément les mêmes organismes qui nous comptabilisent des frais, ce qui est normal. Et alors, s'il n'y a pas d'accord, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord entre le locataire et le propriétaire. Nous, on a notre dépôt de garantie sur notre compte bancaire spécifique. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Alors, s'il n'y a pas d'accord entre propriétaire et locataire, dans ce cas-là, il se passe comme aujourd'hui, c'est-à-dire une phase de précontentieux en commission départementale de conciliation, où vous siégez, avec les associations de consommateurs, avec les professionnels, avec les représentants des propriétaires et des locataires. Et éventuellement, si malgré tout, et malgré la CDC, la procédure amiable ne donne rien, dans ces cas-là, on peut aller sur des procédures judiciaires. Mais encore une fois, le marché de demain sera complètement différent parce que à partir du moment où ni l'une ni l'autre des parties ne dispose des fonds, elle a tout intérêt à se mettre d'accord avec l'autre pour en récupérer au moins une partie. Ça crée une petite pression, c'est clair. Disons que ça crée, j'allais dire, un peu plus d'objectivité, moins d'arbitraire et encore une fois des fonds qui sont protégés puisque, vous l'avez dit, vous payez une garantie financière sur ces dépôts de garantie en partie. Denis, puis Daniel après. Oui, vous allez trouver que ce n'est pas très commercial, mais si je ne suis pas organisé pour recevoir locataires et propriétaires qui veulent me confier le dépôt de garantie... C'est pas très commercial. Pour un bien que je ne gère pas, est-ce que je serais... C'est le locataire, je sais, mais est-ce que je serais libre de refuser la réception de ce dépôt de garantie? Non, je pense que... En effet, c'est pas du tout commercial. C'est-à-dire que je suis un peu surpris de la question dans le sens où, à mon sens, et je me mets à votre place, vous avez tout intérêt à faire en sorte que locataires et propriétaires viennent chez vous. Donc, commencer à essayer d'esquiver la mission future de l'ADB de séquestre des dépôts de garantie. Écoutez, non, moi je souhaite que ce dépôt de garantie... En fait, il faut que demain, les choses soient très simples sur le marché de la location. Un propriétaire qui gère de particulier à particulier, il aura toujours les solutions qui existent aujourd'hui. Les GALI ne vont pas s'arrêter demain. Visal va continuer. Les garanties loyers impayés inversés créés par des startups, tout ça, ça va continuer. Moi, ce que je dis, et la valeur ajoutée de ce texte, c'est de dire que demain, par le recours à un professionnel, on a une sécurisation totale qu'on ne peut pas avoir quand on gère de particulier à particulier. Et bien c'est pareil, demain avec aussi le dépôt de garantie, c'est une valeur ajoutée dans le sens où
il y a des conflits. Demain, il y aura moins de conflits, beaucoup moins, beaucoup moins. Je pense que même les CDC seront moins saisis sur des phases de précontentieux par des propriétaires ou par des locataires. En général, c'est plus le locataire qui conteste, puisque le dépôt de garantie est encaissé par le propriétaire. Donc, ce n'est pas le propriétaire qui va se plaindre d'avoir encaissé cet argent qui ne lui appartient pas. Voilà. Donc, encore une fois, avec ces mesures, la mesure numéro 1 et la mesure numéro 3, la consignation des dépôts de garantie et la sécurisation totale, vous occuperez une place majeure sur le marché. Maintenant, cette place majeure, cette place accrue, elle est aussi pour moi liée à un niveau d'exigence qui va être encore plus élevé vis-à-vis de vous. Moi, j'attends des professionnels demain que je ferai la promotion de tous ceux qui proposent le mandat de sécurisation totale. Je ferai la promotion de tous ceux qui permettent à des locataires de ne pas verser 1 euro pour le séquestre de leur dépôt de garantie. Parce que derrière, c'est tout un marché qui va évoluer. Donc, encore une fois, ce n'est pas le politique, ce n'est pas le législateur qui va déterminer vos tarifs. Maintenant, il y aura ceux qui ont le sens commercial, ceux peut-être qui l'ont un peu moins. Ça, libre à vous. Votre avis est clair. Daniel, rapidement, parce qu'après, il y on a aura quelques forcément questions. des questions techniques, mais vous l'avez dit, hein, on sera associé, ça ne sera pas dans la loi en tant que telle, et les modalités pratiques seront par ailleurs analysées Daniel, techniquement ça par se prépare d'ailleurs en amont, ça, avant même qu'une loi soit votée, les textes réglementaires souvent se préparent, hein, Michael Nogal. Tout à fait. Voilà. Moi, en plus, c'est la manière dont j'ai travaillé et puis dont on a travaillé avec Jean-Paul Boudignan, puisque ce travail technique que l'on a fait avec l'ensemble des professionnels s'est fait en parallèle de l'élaboration de mes propositions, parce que je souhaitais déjà anticiper. Maintenant, moi, je reste ouvert sur justement ces aspects techniques de mise en œuvre. Je reste ouvert aux propositions de l'ensemble des acteurs, que ce soit des fédérations, de la vôtre, que ce soit des associations, de propriétaires et de locataires. Vraiment, je suis à l'écoute de l'ensemble, comme je l'ai fait depuis 1 an maintenant. Donc on est pour, il y aura des questions techniques, par exemple les colocations, hein, avec un petit bout de dépôt de garantie à l'un ou à l'autre. On aura aussi quand même par rapport les révisions, à la on l'a dit lutte, tout à l'heure, hein, de dépôt de garantie. Les révisions, aussi, oui, hein. ça c'est le petit bonus, voilà, révision positive ou négative d'ailleurs. Et puis la difficulté aussi, c'est tout ce qui est réglementation sur l'origine des fonds. Parce que bon, quand on gère nous-mêmes, on a choisi le locataire, on a le propriétaire, on regarde quand même tout ce qui est RGPD et lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme. Donc on aura quand même ces questions-là, ce sera des questions techniques. Et j'insiste quand même, la garantie financière, ça pèse. Ça pèse, ça coûte de l'argent. Et donc là, je ne sais pas comment on pourra faire à 0 €, au moins sur les frais. Il faut négocier avec les garants. Ils sont là d'ailleurs. On peut en parler dès ce soir. Et heureusement que les garants sont là. Il y en a par là. Parce que les garants nous proposent des services. On va évoluer tous en marchant. Bon, en tout cas, le député l'a dit, on est dans la négociation, dans la liberté, c'est très clair. C'est pour ça qu'il y a la grille de vétusté auquel vous évoquez aussi dans d'autres propositions que celle du DG. Daniel, juste pour compléter, il y a aussi la lutte contre les marchands de sommeil qu'on fait en visitant les locaux avant de prendre un mandat de gestion, par exemple. C'est pour ça que notre intérêt et notre idée, c'était que le locataire et le bailleur viennent dans nos cabinets déposer le dépôt de garantie afin de pouvoir rencontrer le bailleur et de voir l'état des locaux. Et évidemment, de lui vendre un mandat de gestion. Alors, Émilie, on continue. Là, il y a du sens commercial, là, vous avez remarqué. On peut considérer on est des chefs d'entreprise. Les deux plus gros sujets qui feront l'objet de dispositions dans la proposition de loi ont été traités, pas épuisés, mais on a reçu quand même beaucoup de réponses, et certaines choses sont dans le champ réglementaire, on l'a compris. Alors, il y a d'autres sujets qui sont venus dans le débat. On parlait du rôle, de la mission, de la confiance faite aux professionnels, par exemple pour éradiquer les pires maux, ce sont les marchands de sommeil, c'est l'insalubrité, c'est l'indécence des logements, et puis c'est la discrimination aussi. Un sondage, allez, je dirais assassin, assassin pour les particuliers, alarmant quand même aussi pour les professionnels, est tombé en pleine réflexion de votre part, monsieur le député, et une proposition a été formulée par l'UNIS, du Grand Paris singulièrement, mais avec aussi un élan que le national a depuis longtemps, consistant à dire il faut qu'il y ait une sensibilisation, et la formation est le meilleur moyen. Ne faut-il pas que dans l'obligation de formation, les 42 heures par an, ou au-dessus de ces 42 heures, on pourrait imaginer par exemple 1 heure de plus par an, 3 heures au total, on fasse une formation pour que la discrimination recule au sein des cabinets d'administration de biens.
ou dans les 2 heures de déontologie associées à ça. Parce que on est déjà dans les starting blocks, on a déjà le module discrimination qui est prêt dans quelques heures. Alors, vous n'allez pas m'en vouloir, peut-être un peu, mais je vais vous donner du travail supplémentaire. Dans mon rapport, j'ai préconisé notamment l'ajout de 3 heures supplémentaires de formation aux 42 heures. Oui, mais attendez, parce que j'ai d'autres sujets sur la formation. Parce que les formations qui sont délivrées en fonction des territoires, il va falloir qu'on mette notre nez aussi à un moment donné dedans, parce que c'est pas toujours. Nous, on a un plus. Donc, puis on a des organismes de formation qui sont là, qui sont déjà triés sur le volet avec un comité scientifique. On va travailler avec eux, puisque la partie formation, à la fois formation initiale et formation continue, ça fait partie des propositions et des 37 propositions que j'avais présentées au mois de juin. Mais sur ce sujet des discriminations, je salue le travail qui avait été fait par l'UNIS avec le défenseur des droits sur la sensibilisation justement de l'ensemble des professionnels. François-Emmanuel Borel, c'est ça ? C'est François-Emmanuel Morel de l'UNIS qui nous représente au défenseur des droits. Sur ce sujet. Un très bon travail, mais qui n'est pas suffisant, comme il n'est pas suffisant de simplement dénoncer. Moi, je me suis appuyé pour formuler mes propositions sur le travail réalisé par SOS Racisme, notamment, qui a réalisé plusieurs opérations de testing en Ile-de-France et partout en France. Et on voit en effet qu'il y a beaucoup plus de discrimination dans le marché de particulier à particulier, mais il y a encore trop de discrimination pratiquée aussi chez les professionnels. Alors si on veut être très complet et très honnête, il y a aussi la discrimination chez les professionnels qui est liée à une pression mise par le propriétaire bailleur. Sauf que quand on voit la dernière opération de testing réalisée par SOS Racisme, sur 9 réseaux d'agences immobilières en Ile-de-France, il y a un réseau qui se détache parce qu'il n'a aucune discrimination constatée. Donc ça veut dire que c'est possible. C'est-à-dire que c'est possible. D'une part, c'est évidemment souhaitable et indispensable, mais c'est possible. Et c'est dans la politique de chaque entreprise de faire les efforts nécessaires de pédagogie, parfois de refus de clients. Je suis désolé, mais la discrimination et votre ambition et notre ambition collective, ça doit être une discrimination zéro. C'est aussi comme ça que vous deviendrez des tiers de confiance pour les propriétaires et pour les locataires. Et donc moi, je me suis posé la question de comment on lutte vraiment contre la discrimination. Au-delà de dire c'est inadmissible, c'est inacceptable, il faut le condamner. Oui, il faut le condamner, mais vous savez très bien qu'il est très difficile de prouver quand il y a de la discrimination. Si vous êtes sur un marché tendu, un propriétaire peut très bien justifier par d'autres raisons que par la discrimination et avouer la discrimination en disant tel locataire, tel candidat locataire correspondait plus à mes critères de recherche sur la base économique. On fait passer le critère économique alors qu'il s'agit parfois de discrimination raciale. Soit. Moi, ce que je dis maintenant, c'est raciale ou autre d'ailleurs. Ce que je dis maintenant, c'est qu'on luttera mieux contre les discriminations à partir du moment où on s'attaquera aux craintes et aux peurs du propriétaire à la racine. Et à la racine, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, comme c'est une réponse, la mesure numéro 3 avec la sécurisation totale est une réponse, je discrimine, soit sur le plan économique, soit au niveau racial, parce que j'estime qu'une mère isolée avec 2 enfants a plus de risques, parce que j'imagine que telle catégorie de personnes de telle origine représente un risque ou un moins bon locataire qu'une autre personne issue ou d'origine rasienne, par exemple. Donc moi, ce que je veux dire aux propriétaires, pour éviter les discriminations, c'est demain, si vous passez par les professionnels, encore une fois, vous avez limite même plus besoin de savoir qui occupe votre logement, puisque vous percevez votre loyer, que vous êtes totalement sécurisé sur votre patrimoine. Aujourd'hui, ce que les propriétaires demandent, c'est ça. Alors, il y a, et je vais utiliser le mot très clairement, il y a des propriétaires fachos, mais il y a aussi des propriétaires qui ont des craintes un peu fantasmées, pour qui le mandat de gestion totale et le mandat de sécurisation totale est une réponse. Voilà. Donc, on devra continuer à être ferme et à condamner les personnes qui font de la discrimination, évidemment. Mais maintenant, pour faire baisser cette discrimination et ces risques de discrimination, pour moi, la réponse, c'est la sécurisation totale à la racine. Et en ça, la mesure numéro 3, je pense qu'elle aura un impact beaucoup plus positif que simplement des discours où on dit c'est inacceptable, il faut le condamner. Oui, en fait, il faut le condamner, mais il faut tuer le problème à la racine. Et on tue le problème à la racine par la sécurisation.
Michael, en 1 minute, parce que l'assistante députée, elle est face à moi, elle va me couper la tête après. 2 sujets. Grille de vétusté, c'était dans le rapport Nogal. Qu'est-ce qui peut se faire désormais? C'est pas législatif, donc votre réponse là-dessus. Et puis, un sujet de vive actualité qui est venu d'une autre grande organisation professionnelle et de son président, par une déclaration à la presse il y a quelques jours. Fichier des incidents de paiement locatif. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, 1 minute. 1 minute. Ou plus, hein, parce que c'est vous qui devez partir, Michael. Hein. Grille de vétusté unique, ça fait partie des propositions de mon rapport, en effet, du mois de l'an dernier. Parce que je pense qu'en fait, il y a plusieurs moyens de réduire les conflits sur le dépôt de garantie. Le meilleur moyen, c'est d'abord la consignation chez les professionnels. Mais il y a aussi la question de la grille de vétusté unique. On ne peut plus continuer sur un marché où, en fait, on a des regards différents sur ce qu'est la vétusté d'un bien. Et donc, il va falloir qu'à un moment donné, on se mette d'accord sur des règles qui sont applicables à tous. Le logement social, le parc HLM fonctionne avec des grilles de vétusté ça fonctionne plutôt bien. Mais là aussi, juridiquement, il va falloir qu'on cadre bien les choses. Je souhaite que pour le parc locatif privé, on arrive à se mettre d'accord à travers tous les territoires. Et je sais bien que certains territoires ont des spécificités, qu'il y a des contraintes, que parfois on n'a pas l'historique dans un logement de savoir quand est-ce que la moquette a été changée, par exemple. Et donc, à partir de quel moment on considère que les frais incombent aux locataires pour partie aux propriétaires. Tout ça, c'est des sujets qu'on doit évidemment régler. C'est d'ordre réglementaire, donc je travaille avec Julien de Normandie pour justement mettre en place cette grille de vétusté unique. Il y a un délai ? Je souhaite que ça se fasse en parallèle, ASAP comme on dit. Je souhaite que ça se fasse en parallèle de l'examen législatif. Voilà. Et ensuite, l'autre sujet, c'est un sujet qui n'est ni réglementaire ni législatif, mais c'est les bonnes pratiques, c'est des nouveaux outils, c'est la photo, c'est la vidéo, c'est le professionnalisme qui fait que demain, un état des lieux, il sera plus sujet à beaucoup de commentaires. Quand vous avez un état des lieux qui est fait sur une feuille manuscrite, j'ai vu ça, j'ai vécu ça, où la personne qui réalisait l'état des lieux de sortie n'est pas la personne qui a fait l'état des lieux d'entrée, et que cette même personne n'arrive pas à relire son collègue. Du coup, c'est qu'est-ce que vous lisez ? Parce que l'écriture évolue au fil des ans. Qu'est-ce que vous lisez ? Et vous, qu'est-ce que vous lisez ? Donc, clairement, c'est un moyen de créer des conflits supplémentaires sur le dépôt de garantie. Donc, plus de professionnalisme, des outils nouveaux, la grille de vétusté unique et la consignation des dépôts de garantie, et ce sera la paix dans le monde, enfin je l'espère, en tout cas entre propriétaires et locataires. Alors là où c'est pas la paix dans le monde, c'est sur le fichier des incidents locatifs. On n'a pas l'impression d'un grand apaisement. Un petit mot là-dessus. Alors ce fichier des incidents locatifs... Ça vient de vous, ça ? Ah non, justement, non, ça ne vient pas de moi. Une fédération professionnelle des administrateurs de biens a présenté un fichier comme étant une nouvelle initiative. En parallèle de la proposition de loi, donc d'abord je tiens à dire une chose, ça ne figure pas dans la proposition de loi et ce n'est pas une proposition qui est issue de mes réflexions. Je me renvoie tout le monde au rapport loué en confiance. Ça ne vient pas de l'UNIS non plus. Ça n'était pas dans mes réflexions. Le sujet, pour moi, d'abord c'est une initiative privée qui se calque sur notamment le secteur bancaire. Où donc la FNAIM propose qu'on ait un fichier dans lequel soient répertoriés les locataires qui ont eu des impayés supérieurs à 3 mois et dans la limite de 3 ans à partir du moment où ils n'ont plus connu d'impayés. Je comprends l'intention et je pense que ça peut être un outil pour lutter contre l'antisélection, parce qu'on se sera assuré aussi qu'un candidat locataire peut payer et n'a pas rencontré de graves problèmes d'impayés. Maintenant, je dis attention à la stigmatisation des uns et des autres. J'ai fait ce rapport loué en confiance, j'ai fait cette proposition de loi pour rétablir la confiance entre propriétaires et locataires. Je ne veux pas aujourd'hui que l'on arrive avec des discours qui soient stigmatisants vis-à-vis des uns et des autres. Qui mettent le feu. Parce que la stigmatisation, on va pointer du doigt les propriétaires, un coup les locataires, un coup les administrateurs de biens, et au final, tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant. Moi, mes propositions, vous avez vu 3 mesures très concrètes. Les 3 mesures, elles répondent tant aux besoins des propriétaires que des locataires.
y compris la consignation des dépôts de garantie. J'insiste là-dessus, et je me permets cette conclusion ici. La consignation des dépôts de garantie, c'est dans l'intérêt des propriétaires, contrairement à ce que peut dire une fédération qui se dit représentative des propriétaires. C'est dans l'intérêt des propriétaires de ne pas avoir à encaisser ce dépôt de garantie. Alors on peut se dire, oui, mais aujourd'hui les propriétaires, ils le mettent, c'est du cash, ils le prennent en épargne et ça les avantage. Ben non, ça les avantage pas, parce qu'à partir du moment où un locataire ne paye pas son dernier mois de loyer, déjà l'équilibre, on se retrouve à zéro. On se retrouve à zéro avec en plus des méfiances quant aux prochaines locations. Quelqu'un qui a une mauvaise expérience, propriétaire et locataire, vous pouvez être sûr que son comportement va être moins vertueux la fois suivante. Et donc, vous mettez tout ça bout à bout, ben, ça donne le marché qu'on a aujourd'hui, qui est fait de méfiance réciproque entre l'ensemble des parties. Donc, moi, ce que je dis, c'est que cette consignation des dépôts de garantie, ça va dans les deux sens. Limiter les abus concernant les personnes... les garants personnels et les cautions personnes physiques, ça va aussi dans les deux sens parce que, et on en avait déjà parlé lors de plusieurs événements, il n'y a pas moins fiable juridiquement que la caution de personne physique. Et là, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des avocats spécialisés en droit de l'immobilier. Il n'y a pas moins fiable que la caution de personne physique. Et par ailleurs, il n'y a pas plus injuste socialement pour les candidats locataires. Donc c'est aussi dans l'intérêt des propriétaires et des locataires que cette mesure de la limitation des cautions de personnes physiques à un garant par contrat de location. Et enfin, la sécurisation totale. La sécurisation totale, c'est un service supplémentaire que les professionnels pourront apporter demain aux propriétaires bailleurs. Et c'est dans l'intérêt des locataires parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on luttera mieux contre les discriminations, on fera moins d'antisélection comme aujourd'hui. Et un propriétaire qui est totalement sécurisé, c'est un propriétaire qui va être aussi plus souple, plus ouvert dans la sélection de son locataire. Et vous, professionnels, vous n'aurez pas à dire aux propriétaires: je vous ai pris le nec plus ultra, quelqu'un qui gagne 5 fois le loyer. Vous n'aurez même pas besoin de ça à partir du moment où vous aurez sélectionné. Et là, on rend aussi aux professionnels cette capacité de sélection. Ce n'est plus l'assureur qui dit au professionnel quel profil il doit choisir, mais le professionnel administrateur de biens qui fait sa sélection avec tous les outils qui permettront de sélectionner des profils tels que couverts par Visal. Je rappelle que Visal accepte des taux d'effort, notamment jusqu'à 50%, que pour les étudiants, il s'agit d'un forfait, et que donc on a la possibilité en France de loger beaucoup de locataires dans le parc locatif privé. J'ai aussi des mesures de mobilisation du parc locatif privé à des fins sociales, et ça je développerai dans le cadre d'autres événements. Le mandat n'est pas fini. D'autres travaux. Le mandat n'est pas fini. Non. Il y a beaucoup de travail. Nous avons collectivement beaucoup de travail. Mais en tous les cas, voilà, c'est vraiment une proposition de loi qui se veut la plus pragmatique possible, la plus concrète et j'allais dire, voilà, vecteur de confiance entre l'ensemble des parties, et en utilisant, et quand je dis utiliser, c'est dans le bon sens du terme, les professionnels comme étant source de valeur ajoutée dans cette relation entre particuliers, propriétaires, bailleurs et locataires. Avant une précision de Denis, quand on parle de professionnels immobiliers pour séquestrer, il pourrait y en avoir d'autres que les administrateurs de biens. Est-ce que d'autres professions proches, je pense aux notaires, aux huissiers, sont manifestés? Le débat le dira, les notaires, les huissiers, d'autres professionnels qui n'ont pas la question qui a été posée tout à l'heure, et j'y réponds maintenant. Est-ce que les dépôts de garantie doivent être séquestrés par des professionnels titulaires de la carte G? C'est une question qu'il faudra trancher, et que nous trancherons dans le cadre de l'examen parlementaire et puis de l'élaboration des textes réglementaires. Denis, le dernier mot à la présidente. Oui, juste une précision. Sommes-nous bien d'accord sur le fait que dès lors que nous gérons le bien, le dépôt de garantie est systématiquement versé chez nous et que le locataire n'aura pas la possibilité de vouloir le verser ailleurs, chez un autre confrère? C'est une bonne question. Là aussi, il faudra déterminer dans le cadre du débat les conditions, voilà, les conditions précises pour que, à partir du moment où ça paraît un peu compliqué, mais bon, c'est un cas de figure. C'est un cas de figure. Ça peut être un cas de figure. Maintenant. La clé, c'est la restitution sur la base de l'accord. Voilà. Donc, dans le cas d'un mandat confié par un propriétaire bailleur à un professionnel, il peut être fait exception du coût du dépôt par le locataire. Ça, c'est à discuter. Et encore une fois, pour l'instant, ça, c'est pas fixé. Voilà. Et je note que c'est une proposition. Émilie. Merci Henri. Je voulais juste clôturer cet échange par des remerciements.
Donc merci Monsieur le député d'avoir accepté de venir nous rejoindre ici au pavillon et répondre à nos questions. Merci Daniel pour ton investissement toujours grandissant au sein de l'UNIS Île-de-France. Donc je te remercie du temps passé. Merci Jean-Paul Boudignon pour vos réponses éclairantes sur nos objectifs assurantiels pour l'avenir. Et merci Denis pour ta première participation comme président de la commission gestion locative. Je voulais finir mes remerciements par... je vous demande en fait d'applaudir chaleureusement nos intervenants et Florence Roux, notre responsable du développement à l'UNIS Île-de-France, sans qui ce bel événement ce soir n'aurait pas eu lieu, puisque vous êtes quasiment 400 personnes ce soir, et donc voilà, c'est beaucoup de travail. Et donc merci Florence. Voilà. Merci Henri.